La mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 4 juillet 2022. Voilà, je continue ma lecture et mes commentaires de ce livre, La méditation selon le yoga Vedanta. Voilà. Par le Swami Siddheswarananda de l'ordre des Ramakrishna. Voilà, donc je lis et puis je commente en lien avec ma théorie que vous pouvez trouver sur mécaniqueuniverselle.net et qui est une sorte de théorie qui s'intéresse à l'évolution de l'humanité. J'essaie de répondre où va l'humanité dans son futur lointain. Quelle est notre direction? Qu'est-ce que nous construisons inconsciemment encore, ou disons faiblement conscients, parce que certains, les sages, certains philosophes, certains théologiens, certains grands religieux, grands mystiques ont déjà eu l'intuition de ce sens que j'essaie de démontrer de façon le plus pragmatiquement possible, avec le plus de logique possible. Voilà, en démontrant que tout ce que nous faisons dans cette humanité, tout ce que nous travaillons, l'évolution du droit, l'évolution de la technique, de la technologie, etc., même s'il y a des phases de recul, de chaos, parce que justement nous n'avons pas pris conscience de notre finalité, de la finalité de ce que nous construisons intuitivement. Donc on construit en faisant des erreurs, on construit par le négatif parfois, comme la guerre. Voilà, c'est une façon de construire par la destruction, mais voilà, c'est aussi une façon c'est la façon la plus inconsciente de construire, de passer d'un stade à un autre par la destruction. Voilà. Après la guerre 39-45, il a fallu tout reconstruire. Il y a eu le comité de la résistance. Il y a eu tout un tas de choses qui ont pu être mises en place. C'est tragique parce que c'est caractéristique de l'évolution inconsciente. C'est pareil pour un individu, un individu qui va passer son adolescence à rouler comme un malade, à prendre des risques inimaginables ou à prendre des produits terribles pour passer ses problèmes, pour comprendre, pour essayer de réfléchir en fait, pour comprendre son sens, ce qu'il veut faire. L'humanité, elle est dans un état d'adolescence encore à ce niveau-là. Elle comme un adolescent qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire, qui avance comme ça, tête baissée un peu. Et s'il s'en sort, voilà, la plupart, grâce à Dieu, des adolescents traversent même ces époques, ces adolescences perturbées ou ces adolescences dangereuses et en sortent indemnes, après comprennent l'importance d'avoir vécu ces expériences-là, la sagesse que ça leur amène, la compréhension de la vie que ça peut leur amener. Voilà. Donc, même par le tragique, même par le drame, la guerre que nous connaissons, à la sortie de cette guerre, nous aurons franchi un cap. Voilà. Et tout à l'heure, en roulant en voiture, j'écoutais France Culture ou France Inter, et il y avait une analyse sur Vladimir Poutine. Et
Donc, sur sa vie, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi, etc. Quelles sont euh, ses utopies, ses visions sur la Grande Guerre, sur voilà, par rapport à sa famille, à son enfance, etc. Et Vladimir, ça veut dire celui qui impose la paix, en fait, le chef de la paix. Et tristement, c'est peut-être pas si curieux que ça de penser ça. Voilà. Il faut qu'on sorte de cet état tragique. Et là, on verra ce qui s'est réellement passé. Est-ce que le monde aura gagné quelque chose? Est-ce que l'Occident aura compris certaines choses qu'il doit comprendre? Est-ce que les Russes auront compris des choses qu'ils auront dû comprendre, les Chinois des choses qu'ils devaient comprendre, etc. pour passer à un autre degré? Est-ce que c'était le seul moyen de sortir de la toute-puissance occidentale, de l'hégémonie occidentale qui a été logique, qui a eu sa raison d'être, etc., mais qui peut-être maintenant, c'est pas sûr, peut-être qu'il est temps que l'Occident commence à partager le leadership, et peut-être qu'il n'est pas encore temps, auquel cas l'Occident gagnera. Si l'Occident doit perdre, en somme, c'est-à-dire si la Russie s'en sort de cette guerre en imposant une paix, voilà, en perdant le moins de plumes possible et en imposant une sorte de paix, même en étant affaiblie militairement, c'est-à-dire qu'elle ne représente plus un danger pour le monde, mais qu'en même temps, elle est suffisamment affaiblie, l'Occident, dans sa toute-puissance, la toute-puissance occidentale, pour commencer à passer sur un autre palier, celui qui est du partage du leadership, qui donc, ça veut dire commencer à aller sur un niveau où on peut faire confiance à l'autre, parce qu'en fait c'est ça, c'est que l'Occident n'a pas confiance en ses prétendants, aux Chinois, aux Russes, au monde musulman, etc. C'est la peur d'être asservi qui fait qu'il essaie d'asservir avant d'être asservi, parce que dans sa psychologie, il pense qu'on va l'asservir. Et peut-être c'est pas le cas, peut-être que c'est pas ce que réclament les autres cultures. Peut-être que les autres cultures réclament simplement de l'égalité, d'être bien traité, de ne pas être pillé, d'être respecté, etc. C'est du moins ce qu'on peut écouter quand on écoute quelques penseurs sur TikTok, où il y a des penseurs africains, par exemple, des penseurs d'autres cultures qui ont une vision complètement lucide de la façon dont l'Occident va à la rencontre de ces autres cultures. Pourquoi certaines guerres sont fomentées par l'Occident pour les terres rares, pour le pétrole, etc., pour des choses qui lui paraissent essentielles et qui sont sans doute essentielles, mais que l'Occident pourrait avoir d'une manière plus juste. Et c'est peut-être ce que fait d'ailleurs la Chine. Peut-être que la Chine, elle va vers ces pays avec une culture d'échange plus intéressante, moins pillante, moins... etc. C'est pas sûr, je connais pas à ce niveau-là la géopolitique. Mais voilà. Donc, la chose. Alors c'est ça mon travail sur la mécanique universelle. Alors je commence ma lecture. Le mental est le seul instrument dont nous disposions
Nous devons donc procéder avant tout à notre purification intérieure. Donc on est dans cette quête vers laquelle va l'humanité, en fait, selon moi. On va vers cet état de contemplation où on n'est plus très tracassé, on n'a plus de crainte, plus de peur, plus de pathologie. L'humanité est déliée de toutes ces pathologies qu'on ne pouvait pas éviter, qui sont le résultat de la transformation d'un primate naturel en un humain conscient. Dans cette transition, dans cette chrysalide, on est envahi de pathologies. Alors il y a les névrosés, les narcissiques, etc., etc. Et on est tous porteurs de pathologies. Et on évolue grâce à ces pathologies, nous servent à notre évolution. Mais évidemment, le but, c'est de se détacher de ces pathologies-là. L'humanité viendra à bout de ces pathologies. Elle commence par exemple à regarder l'enfance très tôt à l'école, à surveiller les maltraitances qu'un enfant peut vivre à domicile. Moi, à mon époque, ça ne se faisait pas. Donc, on passait à l'as et on se retrouvait avec... c'est pas pour rien qu'il y a des millions d'êtres humains qui ont besoin qui sombrent dans les dépendances, l'alcool, la drogue, ou qui sont dans la boulimie ou dans l'anorexie, ou voilà, toutes ces maladies qui sont bien souvent la résultante des abus qui ont été faits. C'est par millions et dizaines de millions que nos générations ont été abusées. C'est hallucinant. Donc maintenant, on commence à détecter cela. Alors, nul doute que dans 20, 30, 40 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, peut-être dans 200 ans, peu importe, l'humanité, elle a le temps. Peut-être qu'il faudra 100 ans, mais dans 100 ans, l'abus d'un enfant sera impossible. Ça sera, voilà, l'humanité aura des systèmes de surveillance qui feront que ça sera terminé, il n'y aura pas ça. Et même les prédateurs seront soignés avant devenir des prédateurs, etc. Donc, voilà. Voilà mon type de pensée. Le mental est le seul instrument dont nous disposions. Nous devons donc procéder avant tout à notre purification intérieure. Ça, c'est pour chacun peut le faire. C'est des enseignements, ce pas des obligations. Ceux qui sont aptes ceux qui ont envie de travailler sur leur psychisme, ils s'intéressent au yoga, ils s'intéressent aux médecines douces, ils s'intéressent à toutes ces nouvelles techniques qui apparaissent là, qui sont pour apprendre à gérer leur stress, à gérer leurs problèmes, à se débarrasser de tout un tas de choses qui nous encombrent. On commence dans cette voie-là. Il nous sera possible de travailler à notre perfectionnement, mais il faut, auparavant, que le monde perde pour nous tout attrait, afin que nous utilisions intégralement toutes les forces qui résident en notre esprit. Alors ça, on peut le faire à l'échelle individuelle, mais c'est valable que pour les éclaireurs. L'humanité dans sa totalité ne peut pas devenir, par exemple, rentrer dans cet état de yoga, dans cet état supérieur d'éveil, et se désintéresser que le monde perde pour nous tout attrait. Parce que le monde s'arrêterait. Et il faut qu'on finisse de le construire, l'humanité. Donc, la plus grande partie de l'humanité ne peut pas rentrer dans cet état-là. C'est important que ces sages, ces swamis, ces religions préconisent d'aller dans ce sens-là, mais que ça ne soit pas une obligation, que ça soit laissé à
à la discrétion de chacun, de manière à ce que la globalité, la majorité humaine ne s'intéresse pas à cela et donc garde tout son stress, tout son intérêt, toute sa vénalité pour ce monde, tout son intérêt qui est absurde, c'est clair, c'est absurde de perdre sa vie à la gagner, à accumuler des richesses, à pas jubiler de la vie, quoi. C'est bien plus absurde que celui qui décide de contempler cette existence et de passer sa vie à la contempler. Voilà. Mais il faut que la majorité soit dans cette absurdité qui est nécessaire. C'est elle qui nous permet de construire l'humanité, de bâtir cette structure dans laquelle nos descendants futurs pourront épanouir leur extase. Voilà. On construit le cocon progressivement, le cocon dans lequel nos descendants vivront l'état d'extase, d'éveil, de sagesse, de paix universelle, etc. Voilà. Voilà ma théorie, toutes les forces qui résident dans notre esprit. C'est par le mental que nous prenons connaissance du monde extérieur. Et notre première tâche consiste à rendre cet instrument aussi parfait que possible. Quelque voie que nous choisissions, la pratique assidue de la méditation nous fournira le moyen d'obtenir de notre organisme psychique la soumission la plus complète. Voilà. Et c'est formidable pour ceux qui travaillent ça et qui y parviennent, parce que voilà, c'est magnifique, quoi. Tu es là, tu es de ce côté-là, hein, coquine. Avant d'en arriver là, efforçons-nous de nous connaître nous-mêmes et de discerner les forces qui, à notre insu, agissent encore en nous. Voilà pourquoi je pense que les Grecs de l'époque de Socrate, qui disaient connais-toi toi-même, avaient eu des interactions, sans doute des voyageurs avant l'époque des présocratiques, étaient allés aux confins de l'Inde, avaient rencontré ces hindous, avaient ramené de l'Inde ces valeurs. Voilà. Ça fait longtemps, bien avant que les gens écrivent, que ces rencontres avaient eu lieu. Et ils ont ramené ces techniques de yogi, en fait, qu'on peut rencontrer, je pense, dans les expériences que les présocratiques ont fait, les pythagoriciens, etc., tous les mystères d'Éleusis, je pense qu'ils étaient initiés à ces pratiques d'extase. Nous avons tous à jouer un certain rôle. Alors, quelque voie que nous choisissions, la pratique assidue de la méditation nous fournira le moyen d'obtenir de notre organisme psychique la soumission la plus complète. Et on sait qu'on peut arriver à jouer sur notre esprit. On peut mettre notre esprit dans cet état de zen attitude, par exemple. C'est très possible. Voilà, c'est nous qui sommes le maître de notre esprit. Sauf que pour la plupart d'entre nous, on n'en est pas maître. Moi, j'en suis pas maître. Mais c'est parce que ça demande un effort sur nous-mêmes, une technique, une habitude, un travail sur soi-même pour arriver à atteindre cet état de... Voilà. Nous avons tous à jouer un certain rôle dans la société. Des travaux différents incombent à chacun de nous. Il importe que nous puissions faire face à nos obligations, car s'il en était autrement, nous irions au-devant de graves échecs. Ben voilà, c'est pour ça que ça ne va pas avec l'état de contemplation qu'il préconise en même temps. On peut... un yogi, il peut pas créer ce que Bill Gates ou ce que Zuckerberg ont créé.
c'est pas possible. Il faut, c'est un autre rythme de vie. Pour surmonter tous les obstacles, nous devons nous astreindre à une certaine discipline. Nous augmenterons ainsi la puissance de notre esprit. Donc ça demande du travail, ça demande du temps, un investissement. Donc c'est deux mondes différents. Avant d'en arriver là, efforçons-nous de nous connaître nous-mêmes et de discerner les forces qui, à notre insu, agissent encore en nous. C'est ça, déjà travailler sur les forces qui agissent en nous, à notre insu, c'est déjà beaucoup. Et c'est ce que fait la psychologie, c'est ce que fait d'une autre manière. Voilà. On est tous dans ce travail. L'humanité travaille à cela, par différentes voies. Celle-ci, c'est une voie royale parce qu'elle a 5-6 000 ans, peut-être davantage. Donc c'est énorme. Il y a eu vraiment une réflexion. Là, c'est pas des rigolos qui ont imaginé tout ça. Si notre vie se déroulait entièrement sur le plan extérieur, si nous laissions se gaspiller ces forces intérieures, nous ne nous élèverions guère au-dessus de l'animal. L'homme supérieur est capable de tendre tous ses efforts vers un seul but. Voilà la différence, voilà la force de l'humanité. C'est transcender l'animal qui est en nous. Mais pour revenir à l'état de présent immédiat que vivent les animaux, les autres primates, ils sont dans le présent absolu, sauf que l'humanité reviendra à cet état-là, mais délié de ce qui empêche nos cousins primates de jubiler de cet état-là. Parce qu'ils sont dans la compétition, il y a encore le principe dominant-dominé, il y a encore de l'agressivité, il y a encore la prédation, il y a encore la dangerosité de leur milieu. Nous, on travaille pour écarter le danger extérieur. L'humanité a travaillé depuis des milliers d'années d'écarter les dangers. On a écarté la plupart des prédateurs, etc. etc. Maintenant, l'homme est un danger, et c'est la dernière étape de l'humanité, c'est d'éliminer le danger que représente l'homme envers lui-même. Mais on reviendra donc à cet état d'absolu, de présent absolu, mais débarrassé de toutes nos pulsions, des pulsions que nos cousins primates, qui empêchent nos cousins primates d'être dans un état de contemplation totale, quoi. Voilà. L'inquiétude, les choses, toutes ces choses qu'ils vivent, mine de rien. Il a en lui le pouvoir. Donc l'homme supérieur est capable de tendre tous ses efforts vers un seul but. Il a en lui le pouvoir de traduire tous les aspects de l'univers. Ce même pouvoir s'affirmera en nous dans la mesure où nous saurons donner une direction unique à toutes les énergies qui, à l'état latent, existent en notre mental. Voilà, donner une direction unique à toutes les énergies, c'est ce que veut éclairer la mécanique universelle. Dire à l'humanité, il va être temps bientôt, je pense que bientôt il est temps de mettre l'ensemble de l'humanité, de mettre toutes les énergies dans un but, c'est faire de cette terre le paradis, le cocon qu'on peut arriver à faire. Voilà, un cocon écologique, un cocon pacifique, etc. Donc on peut, au lieu d'évoluer de manière inconsciente, on évolue vers ça de manière inconsciente, mais y évoluer de façon consciente, en sachant vraiment ce qu'on fait. Voilà. Et donc en symbiose universelle, pas à travers les guerres, les haines, les discriminations, les racismes, toutes ces valeurs qui nous servent malheureusement encore à évoluer, mais on peut commencer à travailler dans un seul but. Et on sait qu'on est capable de ça. Voilà, en temps de guerre, on sait que
Un chef de guerre, il peut rassembler tout autour de lui un pays entier et le convaincre d'agir comme un seul homme pour aller à la victoire. Voilà. C'est ce qu'on fait par exemple des communistes, des capitalistes, des nobles, etc. En 39, en 40, à partir de 40, les Russes, les Américains, enfin l'URSS, l'Amérique et l'Australie et même l'Afrique, etc., se sont groupés pour vaincre l'horreur nazie. Donc on sait le faire, on sait faire cette chose-là, on sait qu'on peut le faire. On sait très bien que, et peut-être ça sera à travers d'ailleurs une catastrophe, mais s'il venait la moindre catastrophe qui nécessiterait le travail complet de toute l'humanité pour se sauver, admettons une météorite viendrait à frapper la Terre, etc., il faudrait que toute l'énergie fasse que l'ensemble de tous les humains fassent un acte quelconque, je ne sais pas lequel par exemple, pour réussir à détourner ça. Ou alors même pour inverser le réchauffement climatique, quelque chose qui devrait être fait à l'échelle. Et d'ailleurs, tiens, voilà, avec le Covid, c'est ce qui s'est passé. L'ensemble de l'humanité, c'était vraiment une mise en œuvre d'un travail universel en réalité. Tout le monde a dû se masquer, tout le monde a dû faire certaines choses, etc., agir d'une certaine manière universellement. C'est incroyable, c'est la première fois que ça arrive dans l'humanité. Donc c'est presque une entrée en matière de ces choses-là. C'est ça qui est vraiment incroyable. Et ça, c'est pour ça qu'il y a du divin, parce que c'est au-dessus de nous, cette puissance-là qui nous pousse dans cette, à évoluer ainsi. Sur la mécanique universelle, je parle du langage inconscient du divin, du langage inconscient de la vie, etc., du langage inconscient du virus, etc., de tout ce qui nous apporte. On ne comprend pas tout. On ne comprend pas toute ce qui nous dirige, en somme, ce qui nous oriente dans ce sens-là. Mais bon, voilà, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on peut attribuer à ce moment de l'humanité où l'humanité doit commencer à s'unifier correctement. On a construit les structures de l'unification, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, etc., etc. Toutes les structures pour fonctionner universellement sont déjà construites. Donc maintenant, il faut que les hommes se rangent derrière ça. Bon, on voit que c'était pas possible d'une autre manière que en dehors de ce virus ou en dehors de la guerre. Voilà, la guerre travaille à ça, c'est clair. Si on y réfléchit bien, on verra que la guerre aura été, cette guerre actuelle-là, aura été un des facteurs de l'unité universelle. Un facteur par le négatif, mais un facteur quand même. Ces mêmes pouvoirs s'affirmera en nous dans la mesure où nous saurons donner une direction unique à toutes les énergies qui, à l'état latent, existent en notre mental. Voilà. Voilà pourquoi nous devrions tous pratiquer la méditation. Il ne nous est pas, mais un jour ça sera le cas peut-être, il ne nous est pas demandé, j'insiste sur ce point, de nous retrancher du monde, de nous isoler de la société. On nous invite à comprendre quelles sont les forces qui s'exercent en nous. C'est ça, on n'a pas écouté correctement ces sages, ces civilisations anciennes, l'hindouisme, les civilisations. Il y avait la sagesse, les aborigènes, les civilisations africaines, ils sont porteurs de ces sagesses-là. Si on avait, avec des si, etc., on met Paris en bouteille. Mais si on avait eu
présence d'esprit, parce que c'est le cas, présence d'esprit, on aurait peut-être pu essayer, comprendre qu'il fallait comprendre les forces qui s'exercent en nous pour les forces négatives qui s'exercent en nous et qui nous contraignent à évoluer de façon inconsciente et violente, parfois. Nous remplirons d'autant mieux nos devoirs que nous serons parvenus à dominer plus parfaitement notre mental. C'est d'ailleurs la véritable fonction de l'intelligence. Nous avons recueilli deux héritages distincts. L'un est biologique, l'autre divin. C'est par l'intelligence que l'homme se différencie des êtres qui n'obéissent qu'aux impulsions de l'instinct. Voilà. C'est clair. L'intelligence telle qu'on l'entend couramment est la faculté de distinguer le bien du mal. Voilà, c'est pas l'intelligence au sens libéral du terme qui sert à nous adapter le mieux possible au monde, à être le plus pertinent dans le... Voilà, on est dans un système de business, donc là, le plus intelligent, c'est celui qui est le meilleur à tirer son épingle du jeu dans cette chose-là. Ça, c'est la vision occidentale. Mais dans la vision spirituelle, parce que c'est pas occidental, en fait, c'est le monde matérialiste, la pensée matérialiste qui fait, voilà, le business, il est mondial. C'est ça, l'oligarchie, elle est c'est pas que l'Occident, il y a l'oligarchie en Orient, il y a l'oligarchie en Russie, en Chine, dans tous les pays du monde, voilà. Donc, c'est des visions du monde, tout simplement. On n'est plus, les distinctions ne sont plus communautaires, ne sont plus religieuses, ne sont plus voilà, liées aux religions, ne sont plus liées même aux riches pauvres. C'est plus une question de conscience, de niveau de conscience. Donc c'est la faculté, l'intelligence, c'est la faculté de distinguer le bien du mal, de discriminer la vérité de l'erreur. Elle exprime la capacité que nous possédons tous de faire un choix et de prendre une détermination lorsque l'esprit est perplexe et qu'il hésite, incertain, à la croisée de deux chemins, la voie intérieure qui le pousse à s'avancer dans une des directions et à se détourner de l'autre est celle de l'intelligence. C'est à ce moment critique que l'intelligence doit se faire jour. Vient-elle à nous manquer, nous demeurons dans un état inférieur. Nous n'avons pas su mettre à profit l'occasion qui se présentait. Notre évolution marque un temps d'arrêt. L'intelligence dépend, dans une certaine mesure, de notre organisme physique, puisque c'est par lui qu'elle se manifeste. Que ce dernier soit défectueux, le corps, donc un corps sain dans un esprit sain, l'intelligence fonctionne mal. C'est clair, c'est tout à fait juste. Moi, je le vois avec la période où je manquais d'oxygénation. C'est hallucinant comment on perd toute sa pertinence, en fait. La lumière n'apparaît pas où son éclat reste voilé. Voilà. Bon, je vais jusqu'au bout de cette page. Certains psychologues modernes prétendent que l'intelligence n'est pas susceptible d'accroissement. Pour eux, chaque être vient au monde avec un quantum d'intelligence qu'il conserve, sans changement notable jusqu'à sa mort. L'opportunité fait surgir des facultés qui sommeillaient en lui. En présence d'événements fortuits, il tient ainsi son rôle. Un entourage plus ou moins favorable, une condition physique plus ou moins satisfaisante, favorise ou retarde l'éclosion de l'intelligence. Alors ça serait intéressant de digresser à ce niveau-là. Qu'est-ce qui évolue chez un homme tout au cours de son existence? La maîtrise de soi? Est-ce que c'est l'intelligence qui évolue? Est-ce que c'est sa conscience qui évolue? Oui, sa conscience évolue.
à mesure que nous prenons conscience de la mort, de notre finitude, notre conscience de l'essentiel évolue, etc. Donc, c'est peut-être à ce niveau que ça joue. Parce que l'intelligence, elle ne servirait pas d'évoluer si c'était que l'intelligence de l'opportunisme, la meilleure adaptation possible au niveau business. Parce qu'il y a un moment où tu pars à la retraite, donc ça servira à rien, c'est plus la peine à 60 ans d'être encore pertinent. Quelques personnes s'intéressent encore à ça, voilà, on ne veulent pas lâcher prise, mais ce n'est pas la logique de l'évolution. La logique de l'évolution fait qu'on se fatigue, on perd des énergies exprès pour pouvoir passer sur de la contemplation, de la sagesse, etc. Donc, c'est bien l'intelligence de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est bien d'abord parce qu'on sait que plus on évolue vers la mort et plus notre comportement doit s'améliorer parce que c'est plus facile de mourir quand on a fait du bien que quand on a fait du mal. C'est clair, à part pour quelques esprits qui n'ont pas ni de remords, ni de... voilà, qui sont froids face aux événements, qui peuvent faire du mal et ne pas être torturés, que ça ne les torture pas. Ils sont très rares, c'est quelques petits pourcentages de la population. La plupart vit mal cet état-là. Et plus on vieillit, et plus ce qu'on a loupé, nos mauvais comportements dans notre vie, etc., remontent à la surface au niveau de la vieillesse. Et donc, il faut qu'on travaille sur cet état-là. Voilà. Donc, c'est autre chose qui évolue. Et c'est cette intelligence et adaptatrice, bien sûr, qui fait que plus tu deviens vieux, plus tu t'adaptes à ton monde. Tu t'adaptes d'une autre manière. Voilà, si tu perds un peu la vue, tu fais plus attention où tu marches, tu cours pas, etc. Si tes os sont fragiles, tu sautes pas d'un mur voilà, sur le bord de la route, comme quand il y avait 20 ans, quand il y en a 80 ou 90, etc. Donc cette intelligence, elle est là pour nous adapter, mais c'est la sagesse qui évolue. Donc c'est ça qu'on travaille. L'humanité travaille cette sagesse. Et l'humanité, en vieillissant elle-même, va vers cette sagesse. Alors après, c'est là où, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est ce que j'ai dit au bistrot hier avec... je me suis arrêté pour boire un café dans un petit village. On n'était que moi et le patron. Et je lui ai parlé de la mécanique universelle. Comme d'habitude, j'en parle tout le temps. Voilà, j'arrive toujours. Il n'y a plus que ça qui m'intéresse d'ailleurs. Donc, voilà, je finis par en parler avec lui. Et il me dit, mais alors, je lui dis, on va vers la perfection, etc. Il me dit, mais c'est pas bien parti et tout. Je dis, oui, mais c'est pourtant, voilà, c'est une impression que le monde va de plus en plus mal, mais on va vers cette... J'essaie de démontrer que c'est ça. Et il dit, mais alors ça va vers la mort, quoi. Si c'est vers la sagesse comme un être humain, on va vers la mort. Et j'ai dit, c'est peut-être la finitude de l'humanité. Peut-être que c'est à ce moment-là, elle aura achevé son travail. Peut-être qu'elle trouvera le moyen de perdurer dans la sagesse, dans l'extase, dans la béatitude, dans l'éveil, dans cette paix universelle, jusqu'à sans mort, quoi. Voilà, c'est possible aussi qu'elle puisse atteindre cet état-là et que elle est pas en vie d'extinction, comme l'hindouisme le propose, hein, à travers ces étapes. Il y a un moment où c'est l'extinction pour ne pas renaître, en fait. Et peut-être que c'est ce que cherche intuitivement l'humanité. Auquel cas, ce que pensait Nietzsche n'était pas à tort. Moi, j'ai beaucoup... je me suis opposé
à la pensée de Nietzsche sur le fait qu'il redoutait que l'humanité s'affaiblisse, aille vers le spirituel, vers la paix, vers autre chose que le guerrier, quoi. Hein, que, voilà. Et effectivement, il y a, c'est peut-être, voilà, de toute manière, on va pas passer de cet état de pulsionnel dans lequel l'humanité baigne à un état de sagesse absolue, voilà, en tournant comme ça la page d'un jour à l'autre. Non, c'est une évolution qui est lente, comme l'évolution d'un homme. On ne peut pas changer de caractère comme ça facilement. Quand voilà, nos pulsions sont plus fortes que notre. On ne peut pas devenir sage à 15 ans, même si on en a absolument envie. Même si on rencontre l'hindouisme à 15 ans et qu'on veut à tout prix atteindre cet état, par exemple, il faudra des années de pratique avant d'atteindre cet état-là, parce que nos pulsions sont là, nous travaillent, etc. Voilà, c'est comme un ascète, voilà, le Christ ou Mohamed, quand ils vont s'isoler 40 jours dans un coin ascétique, dans le désert, il leur faut un temps fou pour ne plus avoir peur, pour dépasser tout ce qui les agite, pour arriver à apaiser leur esprit, etc. Et sortir de là avec de la sagesse, avec une sagesse derrière. Voilà pour aujourd'hui ma petite digression. Donc on en est là et on reprendra à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, journée, peu importe où vous en êtes à ce moment-là. Voilà. Merci de votre écoute en tout cas.